Alors, l'invité de la quotidienne ce soir est professeur Dominique Traoré. Professeur Dominique Traoré est professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il est par ailleurs le premier vice-président du MGC que nous allons accueillir à présent. Professeur Dominique Traoré qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Ali Diarra. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. J'imagine que vous êtes très heureux, comme l'ex-première dame Simone Eivek Gbagbo, quand on a annoncé évidemment qu'elle fait partie des candidats retenus à cette élection présidentielle. Bien évidemment, nous sommes très heureux et je vous indiquerai de façon précise les raisons de cette joie qui nous a animés quand le Conseil constitutionnel a déclaré recevable le dossier de candidature de notre présidente à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vous venez de le dire, le Conseil constitutionnel a donc validé lundi la liste définitive des candidats retenus pour cette présidentielle. Sur les 60 candidatures reçues, seules 5 ont été validées par le juge constitutionnel. Et justement, parmi les passants, Simone Eivek Gbagbo, à l'annonce des résultats, l'ex-première dame s'est réjouie d'être dans la course. Je vous propose à vous, professeur, et à nos autres invités en plateau, de voir ce sujet de la rédaction. On en parle juste après. Les candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2025 sont connus. Sur les 60aines de prétendants, seuls 5 ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Et parmi les retenus, Simone Eivek Gbagbo, aussitôt validée, l'ex-première dame n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit et féliciter le Conseil. C'est une étape importante. Quand on l'a franchie, on dit gloire à Dieu. Il faut maintenant s'armer pour aller de l'avant. C'est un grand défi. Pour la campagne, il faut aller partout. Il faut joindre les électeurs. Il faut se présenter aux électeurs. Il faut présenter le programme de gouvernement aux électeurs, le projet de société aux électeurs. Il faut également mettre en place l'appareil, toute la machine de vote. Parce qu'il faut identifier des personnes capables de tenir les bureaux de vote, les former, les prendre en charge pour que le jour du vote, nous ayons une présence partout sur l'ensemble des 22 000 bureaux de vote qui existent dans le pays. C'est un gros challenge. Elle mènera la course avec 4 autres candidats, notamment Jean-Louis Billon, Awa Domelo, Henriette Lagou et Alassane Ouattara. Professeur Dominique Traoré, de l'étape avant la récolte des parrainages jusqu'au jour, à ce fameux lundi où le Conseil constitutionnel a livré son verdict et notamment retenu la candidature de la première dame Simone Gbagbo, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'est une expérience importante qui a fait l'objet de beaucoup de travail, de beaucoup d'organisations, de beaucoup de revendications aussi. Et nous nous y sommes depuis 2023. Vous êtes sans ignorer d'où nous venons. On a eu la crise de 2010. On s'en sort progressivement. Notre présidente, dès 2023, à Bouaké, a précisé aux Ivoiriens ses choix, ses propositions pour sortir définitivement de cette crise. Elle a demandé que le pays s'engage résolument dans le processus de réconciliation qui, pour certains, était déjà fait et clos. Mais pour nous, c'est un processus qui est long, qu'il fallait entamer véritablement. Elle a donc fait des déclarations dans ce sens. Elle a aussi appelé une union de l'opposition pour que nous puissions travailler ensemble, obtenir des réformes électorales, transparentes, faire en sorte que l'élection soit inclusive et que pour une fois dans notre pays, le meilleur candidat, celui qui aura fait vraiment l'unanimité, enfin, le choix qui sera choisi donc par les Ivoiriens puisse gagner cette élection et continuer l'œuvre nationale. Alors, nous avons fait ce travail-là, et puis bon, nous nous retrouvons aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle. Je sais très bien que vous allez vous poser des questions. Il n'y a pas eu de réforme en tant que telle, nous n'avons pas obtenu de résultats. Comment se fait-il que nous avons fini par nous retrouver dans la course à cette élection, au point de déposer des dossiers? C'est des questions qui seront légitimes, mais on peut en parler en toute transparence. Absolument, et vous anticipez évidemment sur les questions que nos analystes en plateau vont vous poser certainement. On commence avec vous, Josias, à ces mots. Oui, déjà ça fait plaisir. C'est vraiment intéressant de voir que parmi ces 5 candidats qui ont été retenus, il y a 2 dames, 2 femmes
c'est déjà un symbole de la parité pour laquelle beaucoup se battent déjà en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà un élément important à signifier. Et moi, je suis vraiment heureux sous cet angle-là. Mais la question qui me vient très rapidement, c'est de savoir, comme vous l'avez signifié, le MGC a été dans plusieurs coalitions, a mis en avant plusieurs arguments pour plusieurs combats, comme le fait que la commission électorale indépendante n'est pas une institution en laquelle il faudrait faire confiance pour aller à cette élection, comme le fait que l'opposition est pas en rang dispersé, il faut une opposition qui est solidement rapprochée pour pouvoir gagner cette élection. On se rend compte que rien de toutes les préoccupations, de tous les arguments qui ont été mis en avant par le MGC n'a été atteint. Et finalement, on se rend compte que le MGC va à cette élection-là et passe même le cap qui n'a pas été passé par beaucoup. Du coup, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas finalement, on va dire, un rejet du combat qu'on a mené pour un intérêt qui est singulier aux partis politiques? Mais en apparence, on peut le penser, on peut le dire comme vous. Mais quand on fait une analyse un peu plus profonde, on répond non. Vous savez, nous avons voulu, et cela concerne tous les partis dans l'opposition, aucun n'a dit qu'il ne veut pas aller aux élections. Vous ne pouvez pas me donner un seul parti ici qui ait choisi de ne pas aller aux élections. Ça veut dire que les partis dans l'opposition ont voulu sortir des sentiers battus, éviter la politique de la chaise vide. C'est un choix que nous avons fait. Ayant fait ce choix, nous avons tenté de nous organiser pour obtenir les réformes électorales dont vous parlez. Évidemment, nous ne les avons pas obtenues, pour des raisons qui sont claires, qu'on peut identifier. Il a manqué, et ça il faut le dire, une unité d'action forte dans l'opposition. Mais il a manqué surtout aussi, mais vraiment, un refus du gouvernement. Alors que le gouvernement, lui, de par sa position, il était en devoir de donner suite favorable à la demande de dialogue national pour sortir vraiment de cette crise et réformer la commission électorale indépendante qui est décriée depuis des années par les partis d'opposition. Un dialogue pour permettre qu'il y ait une sorte de consensus autour de la question du découpage électoral. Un dialogue pour permettre que, au niveau de la communication, les médias, notamment ceux dits d'État, soient plus ouverts à toute l'opposition. Un dialogue pour permettre que les questions liées à l'élection inclusive soient traitées. Vous avez vu qu'il y a des candidats majeurs dont on parle. Le président du PDCI, le président Tidiane Thiam, le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'ont pas pu être retenus dans cette élection parce qu'ils ne sont même pas sur la liste électorale. Vous voyez, toutes ces questions-là et d'autres encore auraient pu être mises sur la table pour que, eh bien, on soit sûr d'aller à une élection pour laquelle personne ne serait inquiet. Nous n'avons pas pu faire entendre raison au gouvernement. Mais, je vous disais, nous avions décidé d'aller quand même à cette élection. C'est une étape. Il faut pouvoir, de l'intérieur du système, continuer de se battre. Et finalement, avec cette élection, nous sommes candidats. L'opposition est représentée. La gauche est représentée. Docteur Simone Yves Gbagbo, ce n'est pas une anonyme de la politique nationale. Absolument pas. C'est une dame expérimentée, chevronnée, qui a de l'expérience, qui est capable de porter ce pays-là et de faire droit aux rêves de développement que le pays, auquel le pays peut avoir droit. Et donc, avec elle, nous allons continuer le combat. Nous espérons vraiment que les Ivoiriens porteront leur choix sur elle pour que, justement, nous puissions reformer le système électoral et avancer sereinement les années à venir. Alors donc, finalement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, force est donnée à l'électeur, donc au peuple, de décider que malgré ce système, qu'on puisse procéder à l'alternance, permettre à une autre personne d'accéder au pouvoir d'État. Cela est possible. C'est un autre niveau de la lutte.
C'est à nous qui sommes maintenant candidats de pouvoir relever les défis qui vont avec, organiser les choses et obtenir, n'est-ce pas, la victoire. On aura tout le temps de revenir sur ces défis. Voilà. Alors avant la pause, on avait commencé les échanges avec Josias Assemon notamment. Bon, maintenant, Diarasouba, c'est à vous. Professeur Traoré, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour cette étape qui a été validée. Merci. Je pense que c'est un symbole de résilience aussi pour l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. Au-delà de ça aussi, je pense que c'est aussi une victoire pour ces jeunes filles-là qui rêvent et qui veulent dire demain, je veux être candidate et pourquoi pas présidente de la République de mon pays. Alors, vous savez, moi, j'appartiens à une génération qui, en 99, à peine marchait, une génération qui, en 2002, à peine apprenait à lire, qui, en 2010, lors de la crise post-électorale, passait en 6e. Et cette génération à laquelle j'appartiens est majoritaire sur la liste électorale. Donc j'en viens à me poser la question, Simone Gbagbo qu'on a aujourd'hui, qui dit incarner le renouveau, qui dit incarner une nouvelle personne, a créé le mouvement Génération Capable. Je voudrais savoir en quoi ce mouvement est-il réellement capable de supporter ou de continuer la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement avec le MGC? Mais je voudrais vous remercier déjà et je suis très heureux de votre prise de parole parce que vous êtes jeune par rapport à nous. Vous n'avez pas connu Simone Gbagbo, la combattante, cette dame forte qui s'est battue pour que l'avènement du multipartisme soit une réalité et qu'aujourd'hui on puisse être sur ce plateau parce que il y a des médias pluriels, la parole plurielle, et donc vous êtes en droit de vous poser des questions, de savoir comment elle peut aujourd'hui parvenir à changer la donne économique dans ce pays. Une ou deux phrases. Il ne vous a pas échappé, vous êtes jeune mais vous le savez, que plus de 85% des richesses nationales sont produites soit par des firmes étrangères, en tout cas, soit par des entreprises étrangères. Les spécialistes le disent, vous pouvez le vérifier. Ce que Dr Simone Gbagbo propose à la Côte d'Ivoire, c'est d'inverser la tendance. Parce que tant que l'économie nationale est portée, détenue par des mains étrangères, vous allez beau faire, le taux de pauvreté continuera, même s'il évolue un peu, mais vraiment d'évoluer à pas de tortue. C'est une donnée importante. Il faut faire en sorte que dans le tissu économique, les nationaux prennent leur place. Vous allez me dire comment? Vous allez me dire comment? Évidemment. C'est un travail important qui commence par le changement de mentalité. Les Anglais disent le mindset. Tout part de là. La Côte d'Ivoire est riche de ses produits que vous trouvez dans toutes les régions. Mais il n'y a que, bon, nous n'avons qu'une idée infime de ce qu'on peut en faire. Moi, je viens du Nord, je vais prendre cet exemple-là. Vous avez l'anacarde. L'anacarde, c'est le produit phare du Nord. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous prenons la noix, nous la vendons à l'état brut. Bon, nous sommes soumis aux variations des prix internationaux. Et nos producteurs qui ont des hectares, qui travaillent dur, eh bien, sont dans la pauvreté. Première chose, ils ne connaissent pas le produit. Parce que naturellement, c'est un produit qui nous a été importé. Il faut leur apprendre à connaître le produit. S'ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas changer de mentalité. Quel est donc ce produit-là qu'on appelle l'anacarde? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce n'est pas évident. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Quand Dr Simone Gbagbo nous a instruit de nous engager dans cette voie, moi, je voyais ce produit, je ne le connaissais pas. Elle nous a indiqué, chez elle, qu'on en fait du lait. Hein? Avec la coque, on peut faire des engrais. Mais avec la noix, on fait l'amande, on fait de la sauce. Avec la pomme d'anacarde, on fait du jus, on peut même faire de l'éthanol. Est-ce que nos parents le savent? Ils ne le savent pas. Il faut leur apprendre à connaître ce produit, à d'abord le consommer dans leur quotidien. Donc quand vous consommez ce produit,
vous allez moins au marché, parce que vous l'avez. C'est déjà ça. Absolument. Et puis, il faut faire en sorte, et ça c'est du concret au niveau économique, il faut faire en sorte que la première transformation se fasse sur place, soit prise en main par la chaîne des nationaux, des petits paysans, des producteurs, la chaîne des ferronniers. Nous avons commencé ce travail. Donc c'est une politique protectionniste. Une politique protectionniste. Non, c'est pas ça le mot. C'est quoi alors? La politique protectionniste, c'est autre chose. La politique protectionniste, c'est autre chose. Parce que vous avez parlé de préférence aux nationaux. Enfin, je vous prends au mot. Mais oui, mais parce que au fond, ça n'existe nulle part. Comment croyez-vous que vous arrivez à donner un boom économique? Vous dites, si je vous écoute, vous dites moins de firmes transnationales et plus de champions nationaux. Ce n'est pas exactement cela, je vous explique. Allez-y, professeur. Nous ne pouvons pas exclure les grandes firmes internationales en l'état actuel des choses. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Vous dites qu'il faut un attelage. Il faut leur réserver la place qui est la leur. Les firmes internationales sont puissantes, elles ont des moyens que nous n'avons pas. Pour décortiquer la noix de cajou, il faut permettre que partout où il y a cette noix-là, il y ait des petites unités avec des petites entreprises qui décortiquent. Parce que je vous rappelle que la noix de cajou non décortiquée, quand elle coûte 300 francs le kilo, si vous la décortiquez par vous-même, le kilo devient 3000 francs. Imaginez-vous le gain. Ça peut se faire. Et à l'échelle nationale, concernant tous les produits, vous mettez ce pays-là au travail. Vous mettez les producteurs au travail, vous mettez les jeunes au travail. En plus, vous en faites des consommateurs. Vous avez une chaîne de valeur qui se met en place. C'est comme ça que, eh bien, les populations peuvent profiter d'un produit qu'ils produisent eux-mêmes. C'est la première étape. Il arrive une seconde étape et même une troisième, où il faut de grandes transformations industrielles. En ce moment-là, les firmes qui ont les grands moyens sont autorisées, habilitées à faire ce travail-là, jusqu'à ce qu'il y ait, au fil du temps, un transfert de technologie pour que les nationaux même rentrent dans ce secteur. Donc, on ne parle pas de protectionnisme, on parle de pragmatisme économique qui va permettre aux nationaux de prendre pied dans leur économie et de sortir de la pauvreté. Très bien. Alors, je reviens à vous, Josias, puisque vous avez déjà parlé. Alamine Fofana, c'est à vous. Oui, bonsoir, professeur. Merci de nous faire le plaisir d'être sur notre plateau. J'ai un problème avec votre narratif tout à l'heure. C'est que... Quel est votre problème? La question est de savoir quelle est la vision du docteur Simon-Lévesque Gbagbo. Vous dites que parmi ces visions, on doit faire en sorte qu'on puisse renverser la tendance pour faire en sorte que les entreprises étrangères ne puissent plus avoir le capital de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, on vous pose la question de savoir comment. Vous partez d'abord d'un principe mental. Donc, il faut un changement de mentalité. Et là où nous, on vous attend sur les stratégies opérationnelles. Mais sur les stratégies opérationnelles, vous faites l'illustration des cas isolés. Les entreprises étrangères, les multinationales et les firmes ne sont pas que dans l'anacade ou bien la transformation d'un produit en éthanol. Lorsque, par exemple, vous dites qu'il faut transformer le produit ici, les entreprises étrangères qui ont 80% de notre économie, comme vous le dites, ne sont pas aussi dans la transformation des produits des matières premières. Ils sont souvent dans les services, ils sont souvent dans la technologie, ils sont souvent dans l'agronomie. La réponse ici, c'est de voir quelle est la stratégie globale par laquelle on fait en sorte que soit les SODE, comme sous le président Félix Houphouët-Boigny, les sociétés d'État, ou bien ça sera les champions nationaux qui vont maintenant impulser ce développement économique-là à travers des initiatives. On veut le cadre opérationnel global. Parce que quand vous faites mention de cajou, je peux vous citer des centaines de domaines qui n'ont rien à voir avec la noix de cajou. Non, mais donc nous, on veut avoir un exemple parmi tant d'autres. C'est le problème, en fait, justement. Répondre à une problématique aussi capitale ne peut pas être faite par un cas isolé. Donc nous, on veut comprendre la politique globale, la politique publique globale qui fait en sorte que aujourd'hui, on arrive à un niveau où ce sont les Ivoiriens qui détiennent l'économie du pays et non les multinationales. Et quels sont ces acteurs-là? Est-ce que ça sera des SODE, donc des sociétés d'État dans chaque micro-domaine, ou bien ça sera de mettre à disposition des opérateurs économiques ivoiriens des éléments qui vont les permettre, eux, de pouvoir reprendre les mains de l'économie de la Côte d'Ivoire? Alors, vous n'avez pas, à vous écouter, vous n'avez pas grand problème avec ce que je dis. C'est ma démarche pédagogique, peut-être que vous n'avez pas bien perçu. Vous savez, on peut partir d'un exemple pour aboutir au cadre global. On peut partir du cadre global, ensuite donner des exemples spécifiques. Moi, j'ai fait l'inverse. Alors,
vous avez le cadre global. Quand j'ai terminé de parler, j'ai dit cela peut s'expérimenter à l'échelle de toutes les régions en fonction des produits qui viennent des différentes régions. Vous n'allez pas aller implémenter l'exemple de l'anacarde à Beaunois. Là-bas, vous avez l'ananas et autres. Le cadre global, c'est lequel? Je vous explique. Voilà. Vous savez, la vision en matière économique, quand on veut inverser la tendance, faire en sorte que les nationaux soient producteurs de richesses. Je vous dis que notre pays, sur le plan économique, repose essentiellement aussi, il y a les services, c'est vrai, mais ce qui est vraiment développé aussi, c'est nos produits de rente que nous vendons. Ça peut être le caoutchouc, ça peut être le café, le cacao, ça peut être l'anacarde, ça peut être le coton et autres. Nous disons qu'il y a une première transformation pour tout type de produit en Côte d'Ivoire, qu'il soit minier, agricole, tout ce que vous voulez. L'État doit investir pour que la première transformation se fasse sur le plan local, avec des ressources locales. Vous dites, est-ce que ça va être des sociétés d'État? Non, nous ne sommes pas que des sociétés d'État, nous sommes pour un partenariat public-privé. Parce qu'au fond, l'État à lui seul, vous le savez, moi je dis à mes étudiants, vous êtes des milliers d'étudiants, l'État ne va jamais pouvoir embaucher, absorber plus de 10% parmi vous. C'est pour ça qu'il faut former nos jeunes, hein, pour qu'eux-mêmes soient les acteurs majeurs de cette politique de transformation. Parce que si l'État ne s'y engage pas, elle ne se fera pas. Vous donnez des exemples des sodés. Ça a été une volonté politique. Les sodés ont disparu pour des questions de gestion et de bonne gouvernance. Ce sont des problèmes réels. Il faudra aussi attaquer de front cette problématique de la bonne gouvernance et lutter contre la corruption de façon vraiment franche. Parce que c'est une gangrène. Si on ne fait pas ça, tout ce qu'on dit là ne peut pas marcher. Et nous nous y engageons. Alors, pour revenir à votre question, je vous le dis, c'est un engagement de l'État de dire aucun produit ne doit sortir de la Côte d'Ivoire, quel que soit le secteur, sans être transformé. Comment on fait pour que la transformation ait lieu? L'État, c'est une volonté politique, l'État doit s'y investir. L'État a des ressources humaines de qualité qu'il faut aller chercher pour bâtir cela. Donc quand on transforme les produits, automatiquement, les multinationales vont chuter et c'est les Ivoiriens qui vont détenir maintenant l'économie. Non, les multinationales ne chutent pas. Donc comment se fait ce changement de tendance-là? Non, vous avez déjà, des initiatives en la matière. Vous avez beaucoup de petites unités entrepreneuriales dans le domaine de la transformation des produits de consommation quotidienne. Vous avez déjà les dames qui font le bissap, les dames qui font la tchéké, notamment, la transformation du manioc. Alors, il faut améliorer ça. Ce sont des instruments. En fait, l'idée, c'est de booster les initiatives privées. Mais c'est ça. Booster les initiatives à des échelles minimes. Donc, intensifier les investissements. La grande industrie, elle va toujours continuer de bénéficier de l'apport de l'étranger dans des partenariats. L'essentiel, c'est de faire en sorte de donner de la place aux populations en dessous, qui puissent vraiment bénéficier du tissu économique. Et vous allez voir qu'il va y avoir un boom, ça va réduire la pauvreté. Naturellement, cela passe aussi par une éducation. Absolument. Combien d'ingénieurs avons-nous? Ça aussi, c'est un choix. Il faut pousser à ça. Il faut orienter autrement l'éducation nationale. C'est un autre secteur. On ne peut plus continuer dans ce schéma classique des patrons de l'éducation qui nous viennent de la colonisation. Je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle. Et tout ça doit pouvoir se faire, c'est un écosystème. Mais la finalité, au bout, ça sera d'inverser la tendance. D'accord. Alassane Drabo? Oui, la vision est belle, mais avant de traduire en acte cette vision, il faudra passer l'étape du 25 octobre 2025, avoir la majorité, l'assentiment de la majorité de plus de 8 millions d'électeurs ivoiriens. Et Madame Simone Yves Gbagbo part à cette présidentielle alors que en mars 2025, donc il y a 6 mois, elle disait chez nos confrères de cette info que l'opposition ivoirienne sera battue à cette présidentielle sans réforme du système électoral. Et pourtant, lorsque le Conseil constitutionnel la déclare recevable parmi les 5 autres candidats
à la présidentielle du 25 octobre. On aperçoit dans les vidéos, dans les images, une Simone et Yvette Gbagbo très très contente, très heureuse, qui ne manque même pas de féliciter le Conseil constitutionnel. Donc, professeur Dominique Traoré, y a-t-il contradiction ou pas? Aucune contradiction. J'ai été comme vous témoin ces 2 jours, mais vraiment de ce qui est devenu un buzz. On a vu notre présidente, c'est vrai, en joie, féliciter le Conseil constitutionnel, saluer le Conseil constitutionnel. Ça a créé l'émoi, certains s'en sont plaints, d'autres disent être dessus, d'autres sont tristes. Bon, nous avons mis un peu de temps pour réaliser un peu toutes ces réactions, mais je voudrais... Selon vous, qu'est-ce qui justifie ces réactions? Rassurer les Ivoiriens et vous expliquer, peut-être que cela vous a échappé. Vous savez, Dr Simone Yvette Gbagbo, et c'est le premier argument à ceux qui disent pourquoi elle salue le Conseil constitutionnel. Dr Simone Yvette Gbagbo, quelque chose la caractérise. C'est une dame qui est cohérente, qui est très empreinte de la fonction générative des choses. Quand vous posez un pas, le pas que vous posez en appelle un autre. Il y a une conséquence. Dès lors que nous avons décidé tous de nous engager dans le processus, de déposer des dossiers à la CEI, nous savions que cette étape de l'attente des résultats, comme quand on passe un examen, viendrait. Absolument. Nous le savions. Et donc, que nous attendions chez elle les résultats, c'était dans l'ordre normal. On nous dit pourquoi elle a félicité, salué le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que Dr Simone Yvette Gbagbo est engagé depuis longtemps dans une approche, dans une attitude de respect des institutions. Vous vous souvenez, en 2018, quand elle a bénéficié de l'amnistie, elle a dit merci au président de la République. Là aussi, des voix s'étaient élevées pour s'en étonner. Elle a dit que c'était dans l'ordre normal des choses. Vous vous souvenez que lorsque nous sommes allés déposer les dossiers à la CEI, qu'elle a été accueillie, reçue par le responsable de la CEI, elle a salué cette démarche des responsables qui l'ont bien reçue. Et donc c'est une attitude républicaine. Mais je vais vous expliquer pourquoi nous avons été tant en joie. Dites-nous. Alors, nous suivions les résultats. Au fur et à mesure que les noms des candidats à la candidature défilaient, dans notre camp, celui de l'opposition, dans la CAP, l'opposition de gauche, tous ceux de nos camarades qui avaient déposé des dossiers étaient éliminés. Éliminés, éliminés, éliminés. La question pour nous était de savoir, est-ce que finalement, l'un d'entre nous serait retenu pour représenter justement toute cette gauche, toute cette opposition qui s'est battue et qui continue de se battre pour réclamer des réformes. Et puis, quand le verdict est tombé, nous nous sommes rendus compte que notre président, son dossier avait été reçu, valable, et nous étions en joie. En joie parce qu'il y a une bonne partie des Ivoiriens qui vont être représentés à cette élection, et du coup, cette élection va pouvoir prendre le caractère d'une lutte pour continuer les revendications que nous avons portées et qui n'ont pas abouti. Donc ce que vous dites aux Ivoiriens ce soir, c'est que finalement, ce que Mme Simone Yvette Gbagbo a dit en mars 2025, on peut s'en passer, le processus semble crédible, on va y aller parce que notre candidature a été retenue, on y va, et puis on verra ce que ça va donner. Je ne vous le dis pas ainsi. Très bien. Je vous dis que c'est un défi. Et je dis que dans ce défi, l'acteur principal, l'arbitre, c'est l'électeur, c'est le peuple. Avant cette étape, nous avons porté tous, opposition, un combat pour la réforme, pour les réformes électorales. Nous n'avons pas réussi, nous avons décidé d'y aller. Une deuxième étape arrive. C'est l'élection, c'est un candidat, des candidats face au peuple. Si les électeurs ivoiriens, les populations ivoiriennes décident que malgré le système électoral que nous continuons de critiquer, que nous continuons de dénoncer, s'ils décident que malgré ce système électoral, ils vont agir, voter, choisir pour qu'il y ait une alternance démocratique dans le pays, ils ont ce pouvoir, ils peuvent le faire.
C'est un choix tactique, stratégique. Oui, mais il n'y a pas eu de réforme du système électoral. Mais c'est ce que je vous explique. Et pourtant, elle a dit mot pour mot que sans réforme du système électoral, l'opposition ivoirienne sera battue. Ce sont ces mots que je reprends, professeur. Oui, oui, je ne les nie pas. Donc ça veut dire que la défaite est assurée. Je ne les nie pas. Mais à chaque étape, on ajuste les stratégies. On prend des décisions. Et je vous dis que quand nous avons décidé d'être candidats, toutes ces questions ont été mises sur la table. Très bien. Nous sommes candidats, nous avons déployé des stratégies et nous confions notre candidature aux Ivoiriens qui nous ont écoutés. Nombreux sont d'accord avec nous sur les réformes que nous demandons. Mais s'ils sont d'accord avec nous, si le gouvernement, lui, qui devait arbitrer ces questions, a refusé, eh bien, rendez-vous est pris à travers ces élections dans les urnes et nous demandons aux populations de s'approprier ce combat-là pour nous porter au pouvoir, pour que ces réformes-là que nous revendiquons, on puisse les faire et que le pays rentre dans une autre logique. En d'autres termes, pas question d'appliquer la politique de la chaise vide. Simone Eyivé Gbagbo est candidate, elle a été retenue par le Conseil constitutionnel, elle ira jusqu'au bout. Est-ce que c'est ce que vous dites ce soir? On se souvient de l'épisode de 2020 où le président Aimé Konan Bédié avait été retenu par le Conseil constitutionnel. Pareil pour Pascal Affi-N'Guessan et d'autres candidats. Bilan des courses, au terme de la période, finalement, ils ont décidé de ne pas participer à cette élection. Est-ce que faut s'attendre à ce scénario avec l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo? Je vous rappelais que tous les partis d'opposition ont décidé de renoncer à la politique de la chaise vide. Maintenant, moi je vous pose une question. Dites-nous, même si c'est nous qui posons la question. Est-ce que vous croyez que dans le contexte actuel, regardez autour de nous, regardez les crises sécuritaires en Afrique et en Afrique occidentale. Regardez la menace du terrorisme. Vous croyez vraiment que nous pouvons nous autoriser à faire en sorte que cette élection-là ne se passe pas bien? Il y avait cette menace en 2020, mais ils l'ont quand même fait. Nous en appelons, attention, 2020 n'est pas 2025. Sans doute. 2020 n'est pas 2025. Il faut faire attention. La situation a évolué, pas dans le sens que nous souhaitons. Je vous le redis, et nous en appelons au gouvernement. Il n'est pas tard. Une étape a été franchie. Nous avons fait preuve de bonne foi. Tous les partis sont allés déposer les candidatures. C'est un acte républicain majeur qu'il faut saluer. La réponse que le gouvernement doit donner à cela, c'est de faire en sorte que cette élection-là se passe bien. Elle soit transparente. Si elle est transparente, eh bien, nous prenons l'engagement, tous, gouvernement, partis d'opposition, candidats, de sortie de l'ornière. Mais si elle n'est pas transparente, nous nous engageons à ouvrir une boîte de Pandore. Et il n'est bon pour personne qu'on ait des problèmes de sécurité dans ce pays à l'état actuel des choses. Très bien, Josias. Alors, il faut rappeler qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de quartier ou une élection de classe. Donc, généralement, et c'est ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire, tous les acteurs ou les candidatures retenues mettent en avant des personnalités qui ont un poids politique. En Côte d'Ivoire, surtout dans le cas du MGC, la question que j'aimerais vous poser, que je me pose, c'est de savoir, est-ce que le MGC, est-ce que Mme Simone Gbagbo, en l'état actuel, lorsqu'on regarde la configuration politique, a encore le poids qu'elle avait autrefois? Est-ce qu'elle peut peser jusqu'à gagner cette élection-là? Et avant même de répondre à cette question, j'aimerais savoir, est-ce que le MGC a déjà des représentants au niveau de la municipale et de la députation en Côte d'Ivoire? En gros, vous avez combien de députés, combien de maires, combien de présidents du conseil? Il a bien compris, évidemment. Professeur, allez-y. Alors, vous savez, nous sommes un parti particulier. Pourquoi particulier? Mais je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Oui. Bon, vous êtes jeune, mais vous avez suivi l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Nous avons une histoire commune avec d'autres partis. Vous parlez du docteur Simone Eyivé Gbagbo. C'est l'une de nos particularités. Un parti, MGC, qui est né le 20 août 2022, mais qui a à sa tête une chevronnée de la politique. C'est notre atout majeur. Dès que nous sommes nés, nous avons décidé, et quand je dis que nous avons décidé, c'est à travers une résolution, d'aller à toutes les élections locales. Nous sommes allés aux élections locales. Évidemment, nous avons présenté des candidats.
Nous avons été dans des coalitions. Nous avons présenté 2 candidats au municipal. Ça n'a pas marché. Mais nous étions dans des coalitions qui ont marché. Par exemple, avec le PDCI, nous avons pu gagner la mairie de Cocody. Avec 2 adjoints au maire. S'il vous plaît, monsieur. Là, Oui. est-ce que on peut dire que c'est grâce au MGC que le PDCI, ou du moins avec le PDCI, vous avez réussi à gagner dans cette localité? Mais vous savez, chers jeunes, l'union fait la force. Quand vous vous mettez ensemble et que vous atteignez un objectif, quel que soit l'apport des uns et des autres, c'est grâce à tout le monde. Nous avons joué un rôle dans cette coalition. Nous étions sur le terrain, nous nous sommes battus, nous avons gagné ensemble. C'est pour ça que nous pouvons avoir une place de 7e adjointe. En politique, vous l'apprendrez, on ne donne pas les places, on les gagne. Et nous avons gagné cette place-là. Nous n'avions que combien d'années? Quelques mois. C'est ça notre particularité aussi. Au moment où je vous parle, je peux vous dire que nous sommes prêts, nous sommes outillés pour aller à cette élection. Autour de Dr Simon Eyive Gbagbo, ce pays regorge de beaucoup de talents. Quand on a son expérience, on peut mobiliser des talents. Et nous mobilisons des talents à l'intérieur de notre parti et en dehors. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts à nous accompagner. De toutes les façons, notre candidature a été retenue. Nous allons rentrer en campagne. Vous verrez. L'un des défis majeurs que nous avons, c'est de faire en sorte que toute l'opposition, c'est l'un des défis que nous avons, s'approprie la candidature de Dr Simon Eyive Gbagbo. Que les Ivoiriens s'approprient la candidature de Dr Simon Eyive Gbagbo. Que les jeunes et les femmes, et j'ai bien aimé l'introduction, vous savez ce que ça représente en termes de progrès des mentalités sur les questions de genre, une telle candidature, qui n'est pas du tout une candidature fantaisiste. Dr Simon Eyive Gbagbo a le profil pour diriger ce pays. Quand je le dis, c'est une lapalissade, une répétition, vous le savez. Alors, je vous réponds fermement. Nous avons les moyens de gagner cette élection. Nous demandons que les conditions électorales soient transparentes et nous allons au suffrage, nous allons présenter notre candidature aux Ivoiriens et s'il le décide, Dr Simon Eyive Gbagbo sera présidente en Côte d'Ivoire comme on a une dame en Namibie, comme on a une dame en Tanzanie. D'accord. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition, notamment la CAPSI dont on va parler tout à l'heure. On va marquer une courte pause. Vous avez dit dans votre développement, on souhaite que toute l'opposition se range derrière Simon Eyive Gbagbo ou d'autres candidats retenus, notamment à Wadon Melo, à la faveur de cette élection. Est-ce que ce n'est pas utopique, vu les quelques dissensions qui s'affichent ça et là? On va en parler juste après cette courte pause. Professeur, avant la pause, vous avez fait un développement qui a retenu mon attention. Vous parlez notamment des autres partis membres de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, professeur, Dr Simon Eyive Gbagbo peut fédérer toute l'opposition derrière sa candidature? Et quels sont les éléments qui fondent votre conviction? Je me rappelle aussi qu'avant la pause, vous avez parlé d'illusion. Absolument. Mais je voudrais vous rassurer, il ne vous a pas échappé que lorsque nous déposions la candidature de notre présidente à la CEI, nous n'étions pas seuls. Nous avons été accompagnés par des partenaires et non des moindres. Vous faites allusion à qui? Au COGEP du président Charles Blé Goudet, à Objectif République de notre collègue Hervé Agoubli et à d'autres encore. Et donc, dans la CAP Côte d'Ivoire, nous avons déjà des partis qui sont engagés avec nous, à nous soutenir. Ça ne vous a pas échappé. Donc, en la matière, il n'y a pas d'illusion. C'est des faits concrets que je vous indique là. Maintenant, vous avez raison, il faut ratisser plus large que cela. Mais ce qu'il faut retenir, l'élection présidentielle, la candidature de Dr Simon Eyive Gbagbo ne saurait se réduire à une affaire de parti politique, à une affaire de chef de parti politique. Ici, la cible, c'est les électeurs, c'est les populations. Lesquels électeurs, en général, suivent les mots d'ordre de leur chef, oui, en général? Mais oui, les électeurs peuvent suivre les mots d'ordre de leur chef. Est-ce que vous voyez, par exemple, des militants du PDCI-RDA voter Simon Eyive Gbagbo quand
la présidence du PDCI-RDA dit, nous, la candidature de notre chef n'a pas été retenue, donc attendez nos mots d'ordre. Est-ce que vous voyez un militant du PDCI suivre la candidature? Non, mais je vous invite à... Docteur Simone Gbagbo. Je vous invite à accorder quand même plus de crédibilité aux militants. Ils ne sont pas tous des consommateurs de mots d'ordre. Il nous appartiendra à nous de faire une offre attrayante, de convaincre les militants et de convaincre aussi les leaders. Ce travail qui a déjà commencé va se poursuivre. Ça, je peux vous l'assurer. Vous ne pouvez pas gagner une élection en vous appuyant que sur vos militants, quelle que soit la force de votre parti et quel que soit son âge. D'accord. Vous parlez d'offres attractives. J'imagine que vous parlez de votre projet de société, de votre programme de gouvernement. Est-ce qu'il est prêt? Notre projet de société est fin prêt. Nous avons un calendrier, nous allons communiquer sur ce projet et nous espérons être reçus sur vos plateaux pour aller dans le fond des propositions. Bah nous, on n'attend que ça. Hein. Nous, on veut parler des idées, des sujets. Mohamed, nous, on dira souvent. Oui, bien sûr. Ça tombe bien qu'on parle de projet de société. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il faut intensifier les investissements dans l'industrialisation. Je veux juste savoir une question rapide. Quel montant vous prévoyez investir justement dans l'industrialisation des entreprises nationales? Et deuxième point, vous avez parlé du fait que la présidente, enfin l'ex-première dame, pardon, Simone Gbagbo, présidente de MGC. De MGC est très cohérente. Je vais juste rappeler un peu, histoire de réveiller un peu les mémoires de la crise 2010-2011. Oh honte à la CEDEAO, oh honte à la France, oh honte à l'ONUCI. Alors dans cette logique de cohérence, je suppose qu'on suit le même chemin. Quelle est la stratégie diplomatique du MGC quand vous viendrez au pouvoir? C'est-à-dire comment vous allez pouvoir collaborer avec les pays de l'Union européenne et pour des questions aussi de défis donc d'intégration sous-régionale avec la CEDEAO, quelle attitude le MGC aura face à la CEDEAO? Et enfin, je termine, Ali, s'il vous plaît, vous avez parlé du fait que l'union fait la force. Je suis pas très fort en art plastique, mais on fait un petit dessin. On a le père, la mère, l'enfant et un ami du père. Donc on a une famille qui n'arrive pas à s'entendre. Du coup, le fils qui parle plus au père, le fils qui décide d'accompagner la mère, déposer sa candidature, l'ancien collaborateur aussi qui fait chemin seul, qui va déposer sa candidature. Face à tous ces défis dans la gauche, comment vous allez pouvoir vous unir pour battre la machine RHDP? Bon, vous avez posé une série de questions. Bien sûr, oui, vous avez tout le temps de répondre, professeur. Allez-y. La première, déjà, rappelez-la moi, parce que je veux... La première, vous allez investir combien? Est-ce que vous avez parlé d'investissement? Oui, vous me demandez de donner des montants. Pas des montants, un montant, vous avez... Des chiffres, des statistiques. Vous avez une idée parce que vous avez dit que vous allez investir massivement dans l'industrialisation. Je vais être honnête avec vous. Bien sûr. Vous savez, c'est ce qu'on aime chez les hommes politiques. La question des chiffres, c'est une question qu'il faut gérer avec beaucoup de sérénité. Bien sûr. Quand vous êtes dans notre cas, dans l'opposition, vous avez des données qui circulent, mais il vous faut les données réelles de la situation du pays. Je ne peux pas, en l'état actuel des choses... Donc vous n'êtes pas au courant de la réalité du pays alors? Non. Comment, enfin, comment on n'est pas au courant de la réalité du pays? Éviter les raccourcis. Entendez mon raisonnement. Évitons d'interrompre, professeur. Vous voulez que je vous donne des chiffres ici, alors même que nous n'avons pas la réalité des données réelles, nous ne sommes pas aux affaires. Je vous donne un chiffre, demain, vous allez me le sortir quand on sera aux affaires et vous allez mettre là-bas. Non. Je vous explique une chose. Quand nous sommes au pouvoir, nous allons diagnostiquer la situation. Vous savez bien, quand vous prenez le pouvoir, vous avez la vision. La volonté politique existe, il y a des experts. Vous établissez les choses et vous les financez. Je ne prendrai pas l'engagement ici de donner un chiffre qu'on va investir dans ça signifie que vous devez... Je dois vous rappeler. Je dois vous rappeler que les priorités sont nombreuses. En ce moment, les priorités sont nombreuses. Souffrez que je ne vous donne pas de chiffres. Mais je peux vous dire... Ce sont les Ivoiriens qui souffrent, pas moi. Non, mais oui, mais que les... oui, absolument. Non, vous parlez d'investir. Que les Ivoiriens souffrent, que je ne donne pas de chiffres. Vous savez pourquoi? Vous venez à la télévision. Pourquoi? J'ai vu les mêmes Ivoiriens qui ont entendu, lors des campagnes précédentes, se faire annoncer des milliards dans chaque région. Aujourd'hui, ils en souffrent encore et ils s'en plaignent. Je ne commettrai pas la même erreur. Nous déciderons d'investir dans l'industrie, nous ferons des études de terrain claires, nous aurons des chiffres, nous les proclamerons et nous dirons les choses aux Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité que vous investissiez moins que le gouvernement en place. S'il y a possibilité que nous investissions moins que le gouvernement en place, mais la réalité le dira.
D'accord. Ce n'est même pas une course entre le gouvernement et nous deux autres questions sur cette question. Ah oui, d'accord, deux autres Et questions. la deuxième question. La cohérence. Vous avez dit, oh, honte à la CEDEAO, oh, honte à la France. Oui, mais ça, c'est une bonne question. Alors, en 2025, qu'est-ce qu'il en est? En 2010, oui. Il fallait dire oh, honte à la CEDEAO, et notre présidente l'a bien fait. La suite vous montre pourquoi elle a été cohérente. Qu'est-ce qu'est devenue la CEDEAO aujourd'hui? Qu'a-t-elle produit, cette CEDEAO? Vous savez, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire par la CEDEAO, je considère cela comme le péché originel qui continue de pourchasser la CEDEAO et qui risque de faire éclater cette organisation. La CEDEAO a accompagné des actions, mais accompagnées par l'UMOA, qui n'avait pas lieu d'être. Au nom de quel principe on a pu décider ici, mon Dieu, d'interdire que des malades aient accès à des médicaments? Ce sont les mêmes règles qu'on a appliquées au Mali, au Burkina et au Niger. Notre président a fait une déclaration pour dire attention, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, si vous le faites ailleurs, vous allez mettre en difficulté cette organisation. Oh, honte à la CEDEAO. Vous avez les pays de l'AES. Quel est le pouvoir aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEAO? Alors nous proposons qu'on sorte de cette politique. La CEDEAO a besoin, mais d'être autopsiée, d'être changée. Notre politique diplomatique sera la politique diplomatique de base qu'Houphouët-Boigny nous a enseigné. J'insiste parce que la question est d'importance. Nous sommes amis de tous, ennemis de personne. Nous, au pouvoir, nous parlerons avec tous les pays, surtout les pays voisins. Il faut pacifier nos relations. Il faut faire en sorte que la coopération avec ces pays soit forte. Seuls, nous ne pourrons rien contre le djihadisme. C'est ensemble que nous pourrons combattre tous les crimes transfrontaliers et régler les problèmes de paix. Nous sommes donc ouverts à tous les pays africains, surtout aux pays d'à côté. Oh, honte à la CEDEAO d'hier. Je répète ça. Et ça, c'est la cohérence. Si vous demandez à notre présidente, elle vous dira oh, honte à la CEDEAO. Et la dernière question? Mais la dernière question, vous dites... L'union fait la force, oui. Vous ne vous entendez pas dans votre petite famille, donc comment vous allez faire pour réconcilier... Mais on ne s'entend pas dans notre petite famille, soyez plus précis. Ah bah vous parlez moi, je m'entends avec ma présidente. Non. Vous parlez de quoi? Vous prenez un raccourci. Je parle de la relation entre le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo, l'alliance que vous avez CAPSI, le PPACI qui n'est pas dans la CAPSI. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les relations ne sont pas au meilleur... Professeur, en d'autres termes, vous êtes membre de la CAPSI, ouais, où il y a comme tête forte le PDCI-RDA, le COGEP et bien d'autres partis. Par ailleurs, le PDCI-RDA est dans une alliance avec le PPACI qui est le Front commun. Évidemment, leurs leaders charismatiques n'ont pas été retenus pour cette élection présidentielle. Donc il y a un vent de suspicion interne dans la grande famille de l'opposition. Et au-delà, dans la famille de gauche ivoirienne, c'est ce qu'il veut, évoquer. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par cette situation? D'accord, mais merci d'avoir vraiment recadré la question parce que je n'aurais pas été capable de répondre à des questions qui sont de l'ordre du privé. Par contre, c'est les questions politiques, oui, je peux... Ah non, c'est sur l'aspect politique. Bien sûr. Je peux y répondre. Allez-y. Non, ne dramatisez pas cette question. En l'état actuel des choses, la CAP existe. Le PDCI, jusqu'à preuve du contraire, est dans la CAP, n'a pas fait de déclaration. Est-ce que vos alliés se sont prononcés quand Dr Simone Gbagbo a été retenu? Est-ce que depuis lundi, vous avez eu des échanges, des retours? Nos alliés ne se sont pas encore prononcés, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se prononcer. Ils se sont prononcés. Et nous, ah non. Non, ils ne sont pas prononcés vis-à-vis mais vraiment de façon officielle. Dr Simone Gbagbo. Moi, je comprends. Même nous-mêmes, nous comprenons. Il est regrettable que le président Thiam ne soit pas retenu pour cette élection. Il est regrettable que le président Laurent Gbagbo ne soit pas retenu. Figurez-vous que depuis des années, nous demandons que l'élection soit inclusive. La présidente Dr Simone Gbagbo est la première qui a proposé au président de la République de prendre cet acte courageux en initiant une loi d'amnistie qui allait permettre, mais vraiment de régler toutes ces questions-là, notamment cette question injuste de ce procès concernant le soi-disant braquage de la BCAO du président Gbagbo. Ça n'a pas été fait. Nous comprenons, nous regrettons que ces chefs de partis politiques importants qui auraient pu permettre, s'ils étaient sur les listes,
que le jeu soit ouvert et que la compétition soit vraiment de qualité et qu'on évite les problèmes. Nous regrettons cela. Évidemment, quand ça se passe ainsi, les partisans de ces partis dans l'opposition, de ces chefs de parti dans l'opposition, mais ne sont pas contents. Donc la première réaction va porter sur ce mécontentement. Nous espérons que après, eh bien, toutes les questions que vous posez là, nous les remettrons sur la table, puisque nous sommes ensemble dans la CAP. Aujourd'hui, il y a une candidature au moins qui a été validée. La question est de savoir si nous allons pouvoir, mais vraiment nous réunir autour de cette candidature pour continuer le combat dans le système, comme nous l'avions décidé tous. Très bien. Alamine? Deux interventions. Ma première intervention, c'est pour marquer un désaccord. Tout ce que vous dites qu'il est regrettable que le président Gbagbo ne soit pas retenu. Il est regrettable que le président Thiam ne soit pas retenu. Mais Mme Simone Evier Gbagbo, après le communiqué du Conseil constitutionnel, dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Donc comment il peut être regrettable que des candidats ne soient pas retenus dans un contexte où il y a eu un bon travail? Vous parlez de la cohérence de la présidente, mais je vous dis que l'argument d'être républicain dont vous faites mention doit suivre une constance. Lorsqu'on veut révision de liste électorale, dans un contexte où cette révision peut bousculer le calendrier constitutionnel par rapport à la date même de l'élection présidentielle, et on n'a pas de problème, et aujourd'hui, nos partenaires de l'opposition ne sont pas reçus pour candidater à l'élection présidentielle, après un communiqué du Conseil constitutionnel. On peut entendre que la présidente Simone Evier Gbagbo se réjouisse à titre personnel, mais dit que c'est un bon travail. Là où même Maître Abiba fait un communiqué pour montrer que peut-être il y a des éléments qui ont été manqués, c'est une incohérence manifeste. L'incohérence continue d'autant plus que nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle et le MJC n'a même pas encore de programme de gouvernance. Dans votre discussion tout de suite, vous dites que le projet sera prêt dans quelques mois. Je suppose que vous faites allusion au programme de gouvernance parce que le projet, c'est plutôt la vision à long terme du parti. L'incohérence continue encore lorsque vous n'avez même pas de poste électif. Vous n'avez aucun député, aucun maire, aucun président du conseil régional. Et la chose dont vous vous réjouissez le plus, c'est 7e adjoint au maire. Dans un contexte où on parle d'élections présidentielles face à des partis politiques qui sont très installés. Donc je trouve que sur la question de cohérence, le MJC n'a pas beaucoup de mots à dire. La question que je voudrais poser, c'est une question de fond. Par rapport à la question de comment faire pour renverser les multinationales, vous avez insisté sur le fait qu'il faut une transformation des produits, de tous les produits, je précise, qui vont être faits en Côte d'Ivoire. Qui dit transformation dit industrie. Qui dit industrie dit ingénieur. Je ne parle pas de chiffres, contrairement à Mohamed Nou, mais je parle d'acteurs. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà ciblé les acteurs, les ingénieurs qui vont justement transformer tous ces micro-produits-là? Et dans un contexte où la Côte d'Ivoire épouse le modèle du libéralisme économique, comment vous faites pour contrer les bailleurs de fonds internationaux qui justement vont venir investir en Côte d'Ivoire, qui ont certainement plus d'argent que les entrepreneurs locaux? Ça fait beaucoup, hein? Bon, oui, ça fait beaucoup. C'est deux questions. Mais le premier, c'était un constat. Non, mais vous savez, je n'ai jamais dit que notre programme et notre projet de société seront prêts dans quelques mois. Ça, je ne l'ai pas entendu. Vous m'avez posé des questions auxquelles j'ai répondu, mais j'ai une base. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que ces documents sont prêts. Nous avons un calendrier pour les rendre publics dans les semaines qui viennent. Comment croyez-vous possible que nous n'ayons pas de projet de société et le programme de gouvernement et que nous soyons candidats? Est-ce que vous n'arrivez pas à répondre aux questions? Oui, mais je ne réponds pas aux questions comme vous souhaitez. Vous m'avez posé une question sur la cohérence, sur la CEDEAO. Je vous ai répondu. Bien sûr. Mais pas sur les montants, par contre. Mais sur le montant, enfin, vous êtes... Il a fait son développement. Vous savez, on va avancer. Je vais vous dire sur les chiffres. Il faut faire très attention aux chiffres. J'ai répété ici, sur ce plateau. La plupart des chiffres qui sont donnés posent problème. Dans une autre émission. Dans une autre émission. Et moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux chiffres. Je vous invite à faire autant. On se souvient de votre développement, professeur. Là, vous parliez de chiffrisme. Mais oui, il faut faire attention. Alors, moi, quand on me pose des questions sur les chiffres, je fais attention. Alors maintenant, si ça vous amène à dire que bon... c'est l'impression que ça donne. Ça montre une impréparation pour moi. Non, mais c'est mon avis. Oui, mais bon, ça c'est votre avis. Absolument. C'est votre avis. Mais je vous répète que je ne vous donnerai pas de chiffres en ce moment. En le faisant, eh bien, je serai en train de raconter un peu des choses qui ne sont pas exactes. D'accord, ça c'est dit. Ça, je vous le dis et j'assume ça. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, quand vous dites que la présidente n'est pas cohérente parce qu'on n'a pas de député, écoutez... Non, j'ai cité 3 éléments. Oui. C'était un élément parmi les 3. Ah oui. Et citez les 2 autres. L'autre élément, c'est de dire que
le Conseil constitutionnel a fait un bon travail, là où vous regrettez la candidature de deux grands militants. Sur ça, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Il faut bien me suivre quand je dis qu'il faut être cohérent. Vous savez, vous ne pouvez pas aller déposer vos dossiers. Tous autant que nous sommes, vous ne pouvez pas aller déposer vos dossiers à la CEI et après ne pas avoir à attendre les résultats du Conseil constitutionnel. La présidente a dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Que le Conseil constitutionnel a documenté ses décisions. Et puis, elle a salué le Conseil constitutionnel. Je vous fais remarquer que la présidente, ce n'est pas la première fois qu'elle salue une institution. Vous n'êtes pas sans ignorer. Je vous dis, en 2018, quand je vous parle de cohérence, suivez. Docteur Simone Évêque Gbagbo, quand elle a bénéficié de l'amnistie, elle a remercié le président de la République. Il y a eu une polémique. Je vous dis, elle n'est pas à son premier essai. C'est nous qui avions critiqué la CEI. Nous sommes arrivés à la CEI. Elle a remercié la CEI, l'institution. En d'autres termes, elle est républicaine. Mais vraiment, elle a une attitude républicaine. Et on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi elle a eu cette joie personnelle. Nous constations comme tout le monde, avant qu'on ne dise son nom, je l'ai dit ici, qu'aucun acteur de l'opposition n'était retenu. Quand on a donné le résultat du président Afi, par exemple, nous avons dit, mais bon, là, c'est vraiment fini. Et puis, nous avons été désignés. La présidente a été désignée. Elle a tenu le discours qu'elle a tenu. Mais vous occultez quelque chose quand vous tentez de laisser croire que sa joie personnelle que j'explique était de nature à minimiser l'exclusion des autres partis et donc créer une incohérence. Non. Est-ce que quelqu'un nous a outillés en 2023 à poser les problèmes que nous avons posés? Vous savez comment la CAP Côte d'Ivoire est née? Nous, MGC, nous avons fait le tour de tous les partis, y compris le PPACI. J'étais le responsable de la délégation qui a rencontré le PPACI pour demander qu'on se mette ensemble, l'union faisant la force, pour avoir une élection transparente, inclusive. Je vous signale qu'à la signature de la première déclaration à la maison du PDCI, le PPACI a envoyé un représentant. On s'en souvient. Il n'y a pas longtemps que la présidente a indiqué que sur ces questions-là, nous parlons des mêmes sujets. Il y a plusieurs voix pour dire la même chose. Nous continuons de réclamer comme on l'a fait. Posez la question au gouvernement. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de faire en sorte qu'on puisse se parler, qu'on règle les problèmes du président Gbagbo et du président Thiam, vous pensez que nous l'avions demandé hier, nous le demandons aujourd'hui. Pourquoi ne voulez-vous pas que, eh bien, nous saluions une décision qui permet à l'opposition d'être de la partie? Pourquoi? C'est ce que nous avons fait. On ne critique pas la joie. Non, voilà. Alamine Fofana, Voilà. Okay. Alassane Drambo, il n'a pas répondu aux questions. Laquelle question? Laquelle question? Par rapport à la question, même, ça, c'était même pas une question. La question, c'était de savoir, la Côte d'Ivoire était dans un système de libéralisme économique. Oui. Donc, comment on fait pour contrer le flux d'investisseurs qui viennent investir ici pour justement propulser les nationaux? Vous ne m'avez pas compris. L'idée n'est de contrer personne. En fait, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Nous ne voulons contrer personne. En début d'émission, il y a écrit en train de renverser même. Non, nous voulons changer de temps. Écoutez, il faut bien me suivre. Nous ne voulons contrer personne. Les investisseurs sont les bienvenus. Okay. Mais nous disons qu'il y a un niveau de l'économie qu'il faut ouvrir aux nationaux par un acte volontaire, politique, fort. Ça n'enlève en rien les investissements, les multinationales. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes conscients que le monde vit dans l'économie de marché. Nous respectons les règles internationales. Ce que j'ai dit est très clair. Tout le monde a sa place dans ce pays.
Mais nous disons, dans le tissu économique, les Ivoiriens ont davantage leur place, au niveau que j'ai indiqué. D'accord. Professeur, avant de vous laisser partir, parce que vous nous avez accordé beaucoup de temps pour répondre justement aux questions de nos chroniqueurs en plateau, pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à avoir une femme à sa tête au lendemain du 25 octobre prochain? C'est la dernière question que je vous pose avant de vous laisser partir. Nous parcourons le terrain, nous parlons avec les Ivoiriens, nous regardons le monde, nous regardons l'Afrique. Je vous ai dit, il y a en Afrique 2 femmes en exercice aujourd'hui à la tête de la Tanzanie et de la Namibie. Hier, à côté de nous, il y avait Mme Ellen Johnson Sirleaf. Je peux vous dire, au regard des échanges que nous avons, qu'en Côte d'Ivoire, les populations sont prêtes à avoir Dr Simone Evé Gbagbo à la tête de ce pays. Et il se trouve que c'est une femme. Professeur, on vous attend impatiemment pour parler de votre programme de gouvernement, quand il sera prêt. En tout cas, nos portes restent ouvertes. Mais avec plaisir, nous enverrons nos équipes. Moi-même, je pourrai revenir ici. La candidate aussi, peut-être? Oui, pourquoi pas. Et on rentrera dans les détails. Absolument, absolument. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de la quotidienne Info, professeur Dominique Traoré. C'est moi qui vous remercie. Je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que chaque fois qu'on vous a sollicité, quand votre agenda vous le permettait, vous êtes venu répondre. Ça veut dire que vous êtes ouvert au débat et à la confrontation des idées. Je vous en remercie. Absolument. J'ai été très heureux d'être sur ce plateau et je félicite tous les jeunes frères qui m'ont posé les questions. Je sens la bonne graine. Vous avez beaucoup d'avenir. Merci. Merci, professeur. Là, c'est l'enseignant qui parle. Merci, professeur. On vous permet de vous retirer.